Bonjour Laurent Gélin, je suis ravi de t'accueillir sur Oxo Nature et je te remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation. Ben, je t'en prie, écoute, vas-y, dis-moi ce que tu veux savoir sur ce que je fais. Alors ma première question ira vers la naissance de ta passion. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer la photo animalière en particulier et de nature en général? La photo animalière, alors d'abord j'ai commencé en tant que passionné de nature, donc je pense que c'est un peu, tu vois, un espèce de parcours assez classique de passionné de nature. Quand j'étais gamin, ben voilà, j'étais tout le temps en train de traîner dans les bois. Je suis breton et pourtant, tu vois, j'ai toujours été passionné plus par la forêt, peut-être parce que j'avais ma grand-mère qui habitait pas loin de la forêt de Brocéliande. Et moi, j'ai toujours été beaucoup plus attiré par la forêt. Et donc, en fait, bah, quand j'étais gamin, je me souviens même d'avoir des souvenirs de partir tout petit par la fenêtre de chez ma grand-mère, notamment, pour aller écouter l'emboulement, alors que ma grand-mère ne le savait pas. Et parce que je passais des vacances chez elle. Et donc moi, c'est d'abord, avant toute chose, une approche naturaliste que j'avais. Et puis ensuite, bah, tu vois, je me suis amusé à faire quelques photos. Et puis j'ai trouvé ça, je me suis pris un petit peu dans le jeu de ça. Je suis rentré dans une association qui existe encore, qui s'appelle l'APAB, qui est l'association des photographes animaliers bretons, et qui expose assez régulièrement en Bretagne, même à Montier, ils sont présents. Et puis bah, là, je suis tombé sur pas mal de maintenant de gens qui sont devenus des copains. Il y a Louis-Marie Préau, par exemple, ou Éric Médard. Puis voilà, c'est devenu en fait une passion qui s'est développée parallèle entre la nature et l'environnement. Ouais, c'est vraiment, ça vient de loin quoi. En gros, hein, ça vient de loin. C'est pas un déclic comme ça. C'est quelque chose qui est lié à l'enfance. Ah oui, Comme oui, souvent. ouais, je me souviens même de, tu vois, c'est marrant parce que maintenant j'ai un petit gamin de 3 ans, puis je regarde un peu ses premières passions, ses premiers intérêts. A priori, il n'a pas l'air d'être particulièrement passionné par la nature, lui. Mais moi, tu vois, les dessins que je faisais, je dessinais beaucoup. En fait, après, j'ai fait une école d'art. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les animaux, quoi. Tout le temps. Ça ne pouvait pas passer par autre chose que ça. Donc, ouais, non, c'est vraiment, quand j'étais tout gamin, j'étais vraiment passionné par les bestioles. Ouais. D'accord, d'accord. Donc on va y venir justement par rapport à tes études d'histoire de l'art. Donc j'ai lu ta biographie sur ton site internet et j'ai l'impression que tu as le bagage idéal pour la photographe animalier. C'est-à-dire que tu as fait des études d'histoire de l'art justement, mais tu as aussi été guide naturaliste. Donc j'imagine que tu dois être bien armé pour pratiquer la photo d'animaux quand même, non? Entre ce que tu as fait comme étude et puis, et puis ta passion qui t'a amené à être guide naturaliste, tu as un bon bagage pour pouvoir faire la photo animalière. Ouais, et puis c'est essayer peut-être d'avoir une certaine cohérence, si tu veux, dans mes activités, c'est-à-dire dans mes intérêts. C'est-à-dire, c'est vrai que la photo animalière, ça permet quand même d'avoir une certaine liberté de création. Donc il y a une interprétation personnelle. Je veux dire, c'est pas, moi j'aime bien avoir, d'ailleurs mes images, enfin j'espère en tout cas, elles ont une certaine identité. Et c'est des choses sur lesquelles j'étais imprégné ou en tout cas orienté par des choses que j'ai vues qui n'étaient pas forcément liées à la photo, tu vois. Donc il y a pas mal de peintres moi j'adore Rembrandt, je trouve que c'est vraiment un peintre qui a énormément, qui a très très bien travaillé sur la lumière. Et c'est des gens comme ça qui m'ont probablement ensuite modelé un peu pour les résultats des images que je fais maintenant, quoi. Ouais, non, alors c'est vrai que la très grande majorité des photographes animaliers qu'on connaît, qu'on peut voir, sont d'abord des passionnés de nature, avant d'être des photographes artistiques, avant d'être des artistes. Ils viennent à la photo en apprenant sur le tas et n'ont pas comme toi une formation artistique initiale. Est-ce que tu crois que ce manque de culture et de pratique artistique soit un réel handicap pour les photographes animaliers? Handicap, je sais pas, parce qu'il y a quand même des gens très très talentueux, mais ce que je peux peut-être éventuellement, s'il y a une chose que je peux remarquer, c'est que les gens qui ont une certaine recherche, je vais pas dire intellectuelle, mais une certaine recherche derrière leurs propres images, outre la passion de la nature, c'est on voit un style dans le photographe. C'est-à-dire, tu vas reconnaître dans le photographe quelque chose de personnel. Alors que peut-être, effectivement, le passionné de nature va se nourrir
des photographes animaliers, enfin des autres photographies animalières, on va dire, et puis va finir par ressembler un petit peu à un style général. Or, moi, ce que j'apprécie énormément chez certains photographes, c'est qu'ils ont un vrai style, tu vois. Il y a peut-être des jeunes photographes qui connaissent moins Stephen Dalton ou même des Français comme Elio Van Ingen, qui ont amené quelque chose à la photo parce que eux-mêmes ont vraiment réfléchi à l'image. Ils ont réfléchi, alors par l'art peut-être pas forcément, mais tu vois, ils ont quelque chose, un bagage qui est sorti purement du De naturalisme. la photo, bien sûr, de la photo animalière, du naturalisme. Alors, justement, tes influences photo vont au-delà des seuls photographes de nature. Tu dis avoir découvert la photo par des auteurs classiques comme Cartier-Bresson, comme Raymond Depardon ou Martin Parr, par exemple. Est-ce que tu crois que s'intéresser à des photographes hors champ animalier, ça peut être intéressant pour la pratique de la photo animalière? Tu as en partie répondu juste avant, mais est-ce que ça peut être bien de se forcer peut-être à aller voir d'autres pratiques de la photo que celles de l'animalier? Oui, alors comme je te disais, soit de la peinture, soit de la photo, mais effectivement, on peut aussi regarder plein d'autres photographes qui font des choses. Moi, en fait, j'ai vécu longtemps à Londres, et pendant 6 mois de l'année, je faisais à Londres, je faisais de la photo plutôt commerciale. Donc, je faisais des portraits, je faisais des événements, je faisais des bar mitzvahs, je faisais même de la bouffe, et j'ai même fait du nu, tu vois. Donc ça me permettait C'était d'avoir. ton gagne-pain, c'est ça? C'est On mon peut dire ça gagne-pain, comme ouais. ça? Et Ouais. puis, tu vois, à Londres, je gagnais correctement ma vie pendant 6 mois. Donc après, je pouvais partir pendant 6 mois. Donc c'est vraiment la vie idéale. Et ben forcément, j'étais influencé. Et puis je rencontrais des gens. Je rencontrais d'autres photographes qui avaient strictement rien à voir. Puis tu sais, à Londres, quand tu es photographe animalier, il y en a pas beaucoup, quoi. Donc tu rencontres beaucoup plus d'autres photographes qui, eux, font des choses pour moi qui n'avait rien à voir avec mon style, mais probablement, oui, j'ai été un petit peu influencé Certainement. par des gens comme ça, des styles un peu décalés, quoi. Alors, Cartier-Bresson, je connais. Raymond Depardon, je connais depuis qu'il a fait le portrait de François Hollande en 2012. Ah, Je connaissais pas avant, tu vois. J'ai assez peu de culture, en fait, on va dire photo classique. Et Martin Parr, je connaissais pas du tout. Je suis allé voir quand j'ai préparé l'interview. Et je suis allé sur son site internet et justement, j'ai vu des photos à un style particulier. Et notamment, il lui joue beaucoup sur le flou net. Et cette dernière photo, c'est ça, sur la plage de Benidorm en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie nette, et puis toujours, il y a un premier plan avec des personnes qui sont floues, et ça peut surprendre, voire choquer au début, ça peut presque même gêner la lecture de l'image, et puis comme c'est toujours pareil, il y a toujours ce truc-là, Tu tu te apprends dis à que la... finalement, il y a un truc, quoi. Et ça peut être une source d'inspiration pour la photo animalière. Ben, moi comme je te disais tout à l'heure, et je te donnais quelques noms de photographes qui m'interpellent Voilà, dans ça leur façon de interpelle. Ce travailler. que j'ai vu hier, ça m'a interpellé. Voilà. Eh ben, moi, je trouve, j'ai un très bon copain qui s'appelle Stefano Intertiner, que tu dois connaître, ou en tout cas pas mal de photographes animaliers doivent connaître. Stefano, lui, moi je trouve en tout cas qu'il a vraiment un cadrage et une façon de travailler ses images qui est particulière et qui est vraiment photographique. Elle n'est plus que naturaliste, elle est vraiment aussi vraiment photographe, quoi. Je pense que c'est un bon photographe Mm. et c'est peut-être pas forcément ce qui est valorisé du premier coup, parce que c'est vrai que c'est peut-être une image un peu plus difficile à lire, mais je trouve qu'un gars comme ça, ou il y en a d'autres, hein, qui font des choses effectivement qui vont peut-être te mettre un peu plus de temps à rentrer dans l'image, mais il y a une personnalité dans l'image. En fait, moi, c'est ça que je valorise, c'est vraiment la personnalité. Alors, tu es connu pour ton travail photographique sur la faune urbaine, ton livre Safari urbain paru en 2010 aux éditions Altus, c'est ça, 2010, hein? Ouais, Ouais, c'était ça. a connu un bon succès. Euh, alors, je cite une petite phrase sur la quatrième de couverture que tu as écrite. Les animaux se sont adaptés à la proximité de l'homme sans que celui-ci s'en aperçoive vraiment. Il existe donc vraiment dans nos villes une faune sauvage active. C'est pas une légende, c'est vraiment vrai. Ah oui, non, alors ça, c'est vraiment l'essence même du travail que j'ai fait. J'étais un peu, comme je te disais tout à l'heure, j'étais à Londres pendant 10 ans. Donc, effectivement, pendant les 6 mois où je restais à Londres, j'avais quand même un vrai manque de nature, quand même. Donc, moi, j'avais la chance d'avoir un studio photographique qui était dans le sud de Londres, près d'un vieux cimetière. Et derrière ce cimetière, enfin, dans ce cimetière-là, j'avais 3 ou 4 familles de renards.
Et j'y allais absolument tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, je faisais le même bruit. Tous les jours, ils s'habituaient à moi. Et au bout d'un moment, j'avais même des jeunes qui venaient carrément, qui couraient après ma voiture quand je rentrais dans le cimetière. Donc c'est à ce moment-là où je suis resté très très longtemps dans ce lieu-là. J'ai vu qu'effectivement il y avait des renards, mais que autour des renards, moi j'ai vu des éperviers, j'ai même vu du faisan une fois rentrer dans le cimetière. Je sais pas d'où il sortait ce faisan. Et il y avait de la chouette-hulotte, il y avait. Donc en fait, je me suis effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment tout un écosystème qui était déjà un micro-écosystème dans ce cimetière, mais si tu vas plus loin et tu relis les différents parcs naturels ou les parcs verts, les jardins publics, etc., dans une grande ville comme Londres, tu vas te rendre compte que parfois, il y a même des corridors qui se sont faits naturellement, c'est-à-dire en suivant, par exemple, les lignes de chemin de fer ou les lignes de métro, ben, en fait, certains parcs sont reliés les uns avec les autres, et en fait, ça fait quand même une sacrée superficie de verre, de verdure, en fait, de nature. Et là, tu vas te rendre compte qu'effectivement, les animaux, ils se sont adaptés. Alors parfois, c'est à leur dépense, c'est-à-dire que les blaireaux, par exemple, se sont fait un peu grignoter leur terrain par les humains, et puis en fait, bah, ils sont quand même restés, ils se sont adaptés. Et puis d'autres, par contre, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont revenus en ville alors qu'ils étaient effectivement en campagne. Et donc là, je me suis intéressé à Londres, puis après, je me suis intéressé aux grandes villes d'Europe, et avec toutes les espèces qui sont assez étonnantes, comme le faucon pèlerin, le sanglier, et des espèces assez emblématiques, bah, comme le renard, je le disais, mais l'ours, par exemple, en Roumanie, etc. Donc, ils se servent de ce milieu urbain pour survivre, et à la limite, même parfois, même pour mieux survivre en ville que en campagne. Est-ce qu'ils y trouvent leur intérêt, notamment sur la nourriture, j'imagine? Oui, et puis Un peu de chaleur, peut-être? certaines espèces vont effectivement profiter de la chaleur, certaines espèces vont même profiter de la lumière, notamment la lumière nocturne. Moi, j'ai vu du faucon pèlerin chasser en pleine nuit, ils sont adaptés parce que bah, tu as des migrateurs qui vont plutôt voler la nuit. Et puis, bah, quand ils passent au-dessus d'une ville, ils sont plus visibles. Donc, le pèlerin, il va taper dessus. Donc, j'ai Bien vu sûr. la bécasse, par exemple, qui se faisait attraper par le pèlerin en pleine nuit. Donc ils se sont vraiment adaptés, ils s'adaptent. Hein. Et puis plus généralement par rapport à ce projet-là, si tu veux, c'était un peu, et ça c'est par contre c'est vraiment mon fer de lance, c'est-à-dire c'est vraiment mon discours actuel, c'est d'essayer de faire comprendre aux gens que la nature et l'homme, c'est plus séparé. C'est-à-dire, c'est complètement imbriqué. Même dans la forêt du Jura, au plus profond de la forêt du Jura, tu as la présence humaine. Et si on continue à dire au grand public, il y a la nature, etc., originelle, voilà, et moi je suis complètement imprégné de cette nature, etc. Ça, on fait pas du bien à la nature parce qu'on fait croire au grand public que la nature, elle est encore intacte, et c'est plus le cas du tout. En En tous tout les cas en cas, Europe. en Europe occidentale, elle est complètement imprégnée par l'homme. Et il faut impérativement qu'on fasse comprendre que la nature et l'homme, c'est maintenant un tout. Et c'est justement comme ça qu'on peut éventuellement préserver certaines espèces. C'est un levier en plus, quoi. Oui, parce que ça permet de. Bah, alors, effectivement, ça fait moins rêver les gens, parce qu'on leur dit que, bah, regardez la forêt, quand on fait des photos de grands coqs, par exemple, ben, on le fait effectivement dans une forêt qui est déjà de toute façon gérée, et qui est même parfois gérée pour le grand coq. Donc, en fait, ce qu'on photographie, on a l'impression que c'est la pleine nature, mais c'est complètement artificiel. Bien sûr. Et c'est ça qui est important, c'est cette fragilité qu'il faut dire au grand public, dont il faut parler au grand public pour qu'ils comprennent que bah, maintenant, si on fait rien, et si les gens n'agissent pas, eh ben, on peut effectivement avoir des espèces qui disparaissent. Quoi. Bien sûr. C'est un des rôles, une des responsabilités des photographes animaliers. Alors, qu'ils vivent en ville ou à la campagne, ça reste comme des animaux sauvages. Et les photographier demandent alors les mêmes techniques d'affût et d'approche, ou est-ce qu'il t'a fallu, je sais pas, inventer, faire d'autres façons d'approcher ou d'affûter ces animaux-là? Ou ça reste la même chose qu'ils soient en ville ou en campagne? Alors, il y a des espèces qui sont tout aussi craintives. Alors là, en ville ou en campagne, j'ai photographié de l'épervier, par exemple, en plein centre de Paris. C'est des animaux qui étaient craintifs et qui faisaient très très attention à la présence de l'homme. Maintenant, je parlais du renard. J'ai plutôt fait d'ailleurs, je me suis imprégné d'un gars un biologiste qui a bossé sur les suricates en Namibie, qui lui faisait de l'imprégnation. C'est-à-dire en fait, il venait très 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 régulièrement faire tout le temps le même bruit sur les mêmes individus, et ces individus-là sont pas dépendants de quoi que ce soit, donc tu leur donnes pas de nourriture, mais
ils sont complètement conscients que quand toi tu es là avec ce même bruit, ils craignent rien. Ou la même odeur, par exemple. La même odeur. Moi, j'ai vu des renards qui venaient vraiment vers moi, qui agissaient. D'ailleurs, j'ai fait des comportements parce que c'est ce qui m'intéressait. Je fais des comportements territoriaux notamment parce qu'ils s'en fichaient éperdument de ma présence. Mais dès qu'il y avait une autre personne qui venait, un passant dans le cimetière, il disparaissait et réapparaissait 5 minutes après. D'accord. Alors ça, est-ce qu'on peut pas y voir Alors, en ville, ça peut a priori pas poser de problème, mais en campagne où il y a la chasse, par exemple, est-ce que cette imprégnation peut pas poser de problème, où l'animal va se dire, tiens, une odeur humaine, je sais que c'est pas dangereux parce que il y a le photographe qui vient tous les jours. Est-ce que ça peut pas être dangereux, justement, cette imprégnation, dans certains cas particuliers? Ouais, dans la nature, mais même, ouais, je dirais même, Pas je dirais, dangereux, je embêtant dirais pour certaines espèces. même en ville, tu vois, j'avais souvent souvent ce discours par rapport au renard, encore une fois, en ville, où moi, il m'est arrivé de donner quelques croquettes à des renards dans certains cas, parce que je savais que ça allait aller beaucoup, beaucoup plus vite, et parce que notamment j'avais bossé pour Wild Wonders of Europe, et puis il fallait que je fasse un truc en genre 10 jours, il fallait vraiment que j'aille très vite. Donc c'est vrai que j'ai appliqué certaines règles auxquelles je ne suis pas d'accord avec moi-même. Tu vois, il fallait que je fasse ce job, donc je l'ai fait. Mais très clairement, j'avais un discours qui était complètement inverse, c'est-à-dire qu'il fallait effectivement surtout pas commencer à habituer des individus à l'homme et notamment à les nourrir, par exemple. Alors en campagne, c'est déjà plus compliqué parce que tu peux effectivement le faire, mais tu as tellement de gens qui vont pas avoir le même comportement que toi. Et puis, effectivement, tu as la chasse, etc. Donc, c'est déjà beaucoup plus difficile de faire ça, de l'appliquer. Mais c'est le cas, bah, tu vois, dans le Grand Paradis, par exemple, les gens ils vont faire pas mal de renards et ils viennent avec des sacs de croquettes. Et c'est clair qu'il y a, de toute façon, à chaque fois qu'on met le pied dans la nature, on a un impact plutôt négatif en règle générale. Alors, on va parler un petit peu plus technique par rapport notamment à la nuit, parce que on peut feuilleter des articles, un extrait sur ton site de ton livre Safari urbain. D'ailleurs, Ouais. je trouve le titre très très bien choisi, Safari urbain. Ça englobe tout, quoi. C'est très bien pensé. Et on voit pas mal de photos qui sont prises la nuit, dans une ambiance nocturne. Comment tu t'es pris vraiment techniquement pour pouvoir retranscrire cette ambiance particulière de la nuit en ville, et puis en même temps, je sais pas, pas avoir trop de grains, pas avoir le coup de flash qui casse l'ambiance. Comment tu as fait voilà, pour réussir à ressentir l'ambiance lumineuse que toi tu vivais sur le moment? Bah écoute, là, classiquement, si tu veux, tu travailles tôt le matin, tard le soir, tu essayes d'avoir des ciels qui sont encore un peu chargés, mais qui sont encore un peu lumineux. Tu essayes de mesurer tes flashs, tu essayes de mettre plusieurs flashs. Moi, j'aime bien bosser au grand angle, donc soit je travaille à la barrière infrarouge, soit je travaille au déclencheur à distance, soit dans certains cas, tu n'as même plus besoin de ça, parce que comme je te disais, il y a certains animaux qui sont vraiment pas trop craintifs, donc en fait tu t'allonges, t'attends et puis ils vont passer. Mais c'est toute une mesure en fait des lumières que j'aime bien travailler pour retranscrire effectivement un aspect encore nocturne, enfin déjà nocturne, mais encore avec un peu de lumière de fond, etc. Qui retransmet aussi un peu l'aspect urbain. Enfin, en l'occurrence, là, c'est ce que je souhaitais, c'était que il m'arrivait de mettre des gels sur les flashs pour essayer de retranscrire la même chaleur que les lampadaires, parce que c'est pas les mêmes teintes. Donc voilà, c'est toute une espèce de combinaison de petites techniques qui vont faire qu'au bout d'un moment, quand tu fais ça depuis des années, j'ai quand même bossé sur ce projet-là pendant près de 10 ans, tu finis par à peu près savoir comment gérer tes images. Donc il y a pas mal d'empirisme, c'est-à-dire que tu as testé des essais, des erreurs, voilà, tu as essayé plein de choses à vide, peut-être sans animaux, pour voir ce que ça pouvait donner, puis après tu as appliqué ça en situation réelle. Ouais, et puis tu sais, moi en fait, je fais partie de cette génération déjà, de la génération film en fait. Tu vois, moi j'ai commencé pendant presque plus, j'ai plus presque bossé en diapo
qu'en numérique. Donc au début, tu étais obligé de faire des tests, quoi. Tu faisais pas ça sur le coup. Donc c'est vrai que je faisais des tests, je faisais des premières images qui étaient ratées, et puis tu avais le résultat une semaine, voire 3 semaines après. Donc il fallait noter alors tes réglages, tout ça, pour Voilà, pouvoir retrouver. voilà. J'avais un petit carnet où on prenait note, je prenais des notes sur tout ce que je faisais, l'inclinaison des flashs, la puissance, tel gel, tel objectif, tel ISO, tel ceci, tel cela. Et donc je pense qu'il y a une rigueur par contre que j'avais à l'époque et qui est maintenant beaucoup, beaucoup plus souple, si tu veux. Donc c'est vrai que cette rigueur-là m'a probablement aidé à maintenant savoir à peu près ce que je fais. J'ai presque même plus besoin de notes parce que le numérique est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Bien sûr. Alors, donc, tu as un projet plus récent qui concerne le lynx. Tu as d'ailleurs sorti un livre il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle Le Lynx Regard Croisé. Non, il sort dans une. Là, j'étais à l'impression. D'accord. Aux éditions Slatkin, c'est ça, hein? On Ouais. prononce comme ça. Édition suisse, mais qui distribue aussi en France et en Belgique, quoi. D'accord. Donc ce livre-là, c'est la concrétisation de beaucoup de temps de travail. De manière très générale, qu'est-ce qui t'a attiré chez cet animal? Je pense que là, par contre, comme un peu je te disais au début, en tant que naturaliste, je pense que tu as vraiment certaines espèces qui sont emblématiques, qui sont clairement emblématiques et qui sont des espèces qui, même si tu pas forcément prêt, parce que moi, tu vois, en tant que Breton, j'avais pas forcément l'occasion de croiser du lynx quand j'étais gamin. Mais c'est voilà, le lynx, ça fait partie de ces animaux où tu te dis si un jour je pouvais en voir un, ce serait extraordinaire. Et puis, quand je suis arrivé en Suisse, presque une des premières choses que j'ai fait, ça fait bientôt 10 ans que je suis là. Une des premières choses que j'ai fait, c'est de le chercher, quoi. Et quand on est arrivé dans ce petit village, donc ça fait maintenant 8 ans, je crois que j'habite là, en fait, j'ai vu des traces assez rapidement, tu vois. Et je me suis dit, c'est pas possible, il y a forcément quelque chose qui a été fait là-dessus. Et en fait, je me suis rendu compte, tu vois, les gens, ils vont au Kenya, ils vont en Inde, ils vont un peu partout pour essayer de photographier des belles espèces, mais un peu dans l'esprit du safari urbain. Je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire tout simplement sur cette espèce qui est extraordinaire. Beaucoup plus compliqué forcément que de photographier des renards, mais voilà, j'ai monté un projet, je me suis rapproché de scientifiques. Ces gens-là, en plus, je crois, j'avais un gros avantage, c'est qu'ils ont beaucoup aimé le safari urbain, parce que justement, ils aiment bien intégrer l'aspect humain avec la nature. Et je crois qu'ils ont été assez emballés par les conversations qu'on a pu avoir, et ils m'ont dit, là, ce serait sympa qu'on puisse faire quelque chose de... Donc tu n'étais pas seul pour ça, en fait, tu t'étais vraiment... Ah non, c'est vraiment un travail d'équipe. Un travail d'équipe avec des scientifiques dont tu parles. D'accord. Voilà, j'ai suivi les scientifiques pendant... là, on est encore en fait, je bosse encore avec eux, hein, sur les captures, sur les transects, sur les translocations. Là où je suis un petit peu plus seul, effectivement, c'est quand même d'essayer de le photographier. C'est-à-dire que là, malheureusement, les biologistes vont pas m'appeler en me disant tiens, il y a un lynx qui est là, va le photographier. Tu vois, ça se passe pas tout à fait comme ça. Donc, je suis quand même obligé forcément moi de. Mais cependant, je travaille avec les gens qui sont quasiment les plus. Enfin, c'est vraiment des très grands spécialistes de cette espèce. Brayton Moser, qui est le directeur du CORA, c'est un type qui ça fait 30 ans qu'il bosse sur cette espèce-là et c'est une référence mondiale. Donc forcément, avec toutes les conversations qu'on a pu avoir, le temps que j'ai pu passer avec eux, etc., j'ai la chance de pouvoir profiter de leur connaissance, si tu veux. Donc maintenant, c'est vrai que ça m'a permis, en tous les cas, de gagner pas mal de temps pour arriver à ce que je souhaitais faire. S'attaquer à un tel monument de discrétion qu'est le lynx, c'est un sacré challenge. Et qu'on s'appelle Laurent Gélin ou pas, le lynx, lui, il s'en fiche. Alors, quelles sont les choses indispensables à faire quand on souhaite photographier des espèces aussi farouches que ça? Alors, donc le lynx, évidemment, mais aussi les buses, les chats sauvages, par exemple. Quelles sont une ou deux choses? Tu l'as dit, évidemment, aller vers des spécialistes comme des scientifiques, mais il y a peut-être d'autres choses qu'il faut absolument faire pour pouvoir avoir une chance de le rencontrer, de le photographier. Le lynx et puis d'autres espèces très, très discrètes. Je crois que c'est pas mal de temps sur le terrain sans l'appareil photo, déjà une. C'est-à-dire oublier un peu la photo au début et puis se dire, je vais déjà essayer de comprendre un peu cette bestiole-là, parce que donc pendant les 2 premières années, moi, je faisais beaucoup de... dès qu'il y avait dès qu'il y avait de la neige, je suivais les traces. C'est un peu comme ça qu'on comprend un peu son mode de vie, son déplacement. Il y a des choses où je comprenais pas, il y a des choses où pourquoi il fait ça, pourquoi il va là, etc.
Et puis au fur et à mesure, bah, tu finis par comprendre un peu mieux le terrain, tu finis par et puis de l'acharnement. Enfin, je pense que c'est aussi, tu vois, moi j'aime bien les projets longs. Tu vois, j'ai mis 10 ans sur le safari urbain. Je vais peut-être mettre plus de temps encore sur le lynx parce que même si le bouquin est sorti, je vais continuer. Mais moi, ce que j'aime en fait, c'est surtout comprendre jusqu'au bout et puis m'approprier vraiment un sujet. Je suis pas très bon en fait, je suis pas très rapide, je suis un peu lent, je suis un peu feignant aussi. Donc il me faut du temps en fait pour comprendre certaines choses. Et là, en l'occurrence, tu vois, j'ai l'impression de m'imprégner beaucoup plus de l'espèce, de mieux comprendre. Et puis, tous les jours, j'apprends. Tu vois, il y a des choses, tous les jours, j'apprends. Donc, c'est vrai que si tu es très, très, très souvent sur le terrain et puis tu finis par comprendre un peu mieux le comportement de l'animal, eh ben, tu vas finir par, des fois non, tu vas pendant 6 mois, 8 mois, rien du tout. Et puis d'un coup, en un mois, tu vas faire 3 ops extraordinaires. Et puis là, tu te dis, ben voilà, ça valait le coup, quoi. Mais je crois que c'est donc du temps, beaucoup, beaucoup de temps passé sur le terrain sans l'appareil. Il faut parfois oublier l'appareil. Et puis l'acharnement. Je crois que c'est un peu D'accord. Donc je retiens ce conseil-là de se forcer à laisser l'appareil photo à la maison et de partir sans. Dans l'optique, j'observe, je regarde ce qui se passe et je comprends mieux le comportement de l'animal. En tout cas, j'essaie de voir un petit peu ces faits et gestes si je peux le rencontrer. Ouais, mais même si tu le rencontres pas, hein, c'est pas la question de le rencontrer. Là, t'es pas dans une optique d'image, t'es pas dans une optique de le rencontrer, t'es dans une optique de comprendre. Donc, en l'occurrence, le lynx, il a un énorme territoire, donc il faut essayer de comprendre comment il occupe son espace, quand est-ce qu'il occupe certains espaces par rapport à d'autres, et puis après, tu te dis, bon, bah, voilà, théoriquement, là, si je me mets là, à telle période, tel moment, etc., là, il y a peut-être une chance Bien pour que sûr. Alors, tu fais partie du projet Wild Wonders of Europe. Alors, il me semble, je me trompe peut-être, que ce super projet ne connaît pas en France le même succès ou le même retentissement qu'il peut avoir dans d'autres pays anglo-saxons. Tu es d'accord avec moi ou pas J'avoue en fait que je sais pas trop ce qu'il faut. Bah, j'ai pas trop suivi. Une fois qu'on a fait le projet, c'était un projet sympa. On a été au courant des expos qu'il y a pu avoir, des bouquins qu'il y a eu à voir, mais c'est peut-être un peu la limite de ces gros, gros, gros projets, c'est que ils peuvent pas non plus avoir un suivi avec les photographes comme ils le souhaiteraient ou comme nous on le souhaiterait. Donc, je sais qu'effectivement, il y a eu de bons retentissements dans certains pays, peut-être un peu moins en France. Est-ce que c'est peut-être parce que le mot Wild Wonders of Europe, c'est peut-être un peu, ça fait un peu anglais, donc voilà, c'est peut-être un peu moins accessible. Euh, Moi, je pense qu'en tout cas, pour moi, c'est une super aventure. C'était en plus un peu un privilège parce que j'ai quand même côtoyé des photographes qui étaient des gens que je connaissais ou que je connaissais pas, mais avec qui j'ai pu échanger, rencontrer. Et puis, c'était un projet qui était vraiment très chouette. le Effectivement, principe, en deux mots, c'était quoi exactement? Pour ceux qui connaissent pas ça. je crois que tu avais une cinquantaine de photographes on leur demandait d'aller en tous les cas, chaque pays d'Europe devait être couvert. Donc on essayait d'envoyer un photographe dans un, deux, trois pays différents, ou bien une ou deux missions, trois missions. Moi j'en ai fait cinq, j'en ai fait beaucoup. Je crois que j'ai un de ceux qu'on a fait le plus d'ailleurs, je crois. Euh, et on essayait un petit peu, si tu veux, de photographier des espèces qui avaient déjà été photographiées. C'était pas forcément dans certains cas des espèces qui n'avaient jamais été photographiées, mais avec un œil un peu nouveau. D'accord. Euh, Puis voilà, donc moi j'avais fait j'avais fait l'Angleterre, j'avais fait l'Italie, j'avais fait la Moldavie, qui était un super pays d'ailleurs, enfin un pays très intéressant, difficile, mais vraiment, vraiment chouette à faire. Très bien. Donc le site internet existe toujours, donc on peut inviter les auditeurs à aller voir les résultats de ce projet-là, qui est très chouette, très très chouette, Ouais, ouais. mais dont on n'a, à mon avis, pas assez parlé en France. Alors c'est une tradition maintenant sur le blog, hein, tous les photographes que j'ai interviewés sont passés par là. Je vais te demander de choisir une photo qui t'a marqué, qui t'a le plus marqué que certaines autres, et puis de nous décrire le making-of, comment tu as fait pour aboutir à ce résultat-là. Donc juste nous dire pourquoi cette photo-là plutôt qu'une autre, et puis comment tu as fait en quelques mots pour la voir. Oula, tu me Ah oui, brodes, hein. tu me brodes court parce que c'est une photo à moi en tout cas, hein, Ah forcément. bien sûr, une photo à toi, oui. Ou Euh, celle qui a eu le plus de succès, en tout cas, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu as eu des meilleurs retours, ou tu as eu voilà, des... Écoute, je sais pas si j'ai eu différentes choses, retours ou quoi de certaines images.
parfois même, je t'avoue que les images que moi je préfère, c'est pas forcément les images que le grand public préfère, donc c'est très très subjectif tout ça. Euh, Peut-être il y a une image que j'ai juste devant moi là, tu vois, parce que c'est la seule. J'ai pas de tirage de mes images, j'en ai fait une seule. C'est la photo du cerf, un cerf en filet pendant le Brame. C'était il y a plusieurs années de ça. Elle est pas toute jeune cette image. Dans le sud de l'Angleterre, c'était à New Forest que j'avais fait cette image-là, et je trouve cette image, alors que normalement j'ai tendance à plutôt avoir un œil critique sur mes images, et je suis rarement content. C'est une image qui n'est pas du tout dans le style que je fais, flashé ni rien, grand angle. Là, c'est vraiment 500 mm. C'était une approche que j'avais fait où j'avais vu une biche qui était assez craintive. Je m'étais arrêté, elle me regardait et elle était en train d'essayer de quitter la harde en fait. Et le mâle que j'entendais d'assez loin a vu ça, il ne m'avait pas vu lui, et il est passé vraiment avec une espèce de tête très fière, l'œil vraiment inquiet, en train de surveiller la biche qui était en train de quitter la harde. Et c'est une image, si tu veux, en fait, le brame du cerf, tu vois, ça a été fait 1 milliard de fois, et c'est toujours un peu la même position du profil que je fais toujours si j'ai l'occasion. Hein. C'est toujours un peu classique. Alors que là, on ressent dans cette image une certaine puissance de l'animal. Les pattes sont quasiment toutes floues, mais tu as une force, une puissance. Le poil est beau. Enfin, je trouve que c'est une image que j'aime beaucoup, qui est pas forcément dans le style que je fais d'habitude, mais que j'aime parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette image-là. Et d'ailleurs, lui, il m'a même pas, il m'a jamais vu, lui, il m'a jamais calculé en fait. La biche, elle, clairement, m'avait vu, donc c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'elle s'était arrêtée. Mais lui, ensuite, est reparti en train de gueuler bien plus loin. Mais voilà, c'est une image que j'aime bien. Souvent, je me lasse de mes images au bout d'un moment, puis celle-ci, je continue à la regarder en me disant qu'il y a quelque chose qui se dégage de cette image. Avec un replay. Donc, elle a pas la patte Laurent Gélin qu'on connaît, Non, mais voilà, ouais, tu ouais. l'aimes pour le Mais moment. c'est peut-être aussi pour ça, c'est peut-être parce que, Oui, en fait, si tu veux, les choses que je sais faire, ça m'impressionne moins, mais les choses que je sais pas forcément bien faire et puis que je réussis à faire une fois, je me dis, tiens, ça c'est pas mal, peut-être que je devrais bosser là-dessus. une dernière petite chose, les cervidés en Angleterre sont plus facilement approchables qu'en France ou non? Ou finalement, Ça dépend où tu vas, mais oui, il y a des grands parcs. Alors, il y a le fameux Richmond Park qui est quasiment dans Londres, hein, où tu peux aller. Moi, j'allais plus parce que d'abord, je m'étais fait attraper par les gardes, parce qu'en réalité, personne ne le sait, ça, mais c'est un parc royal. Et théoriquement, tu as besoin d'un permis pour y aller, et c'est ultra cher. hmm, Et moi, en fait, bon, c'est bien de faire l'accent français. je ne savais pas. Voilà, quand tu te fais attraper par un garde, ah, I didn't know. Mais au bout d'un moment, si tu veux, les mecs, ils te reconnaissent et puis ils disent, bon, bah, c'est gentil, toi, mais si on te revoit, on te file une prune. Donc, j'allais plus là, mais j'allais à New Forest, qui est un petit peu. Alors, il y a des secteurs, effectivement, qui sont sympas, New Forest. Mais il y a d'autres secteurs qui sont vraiment, vraiment chouettes parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas, en fait. Il y a des rendez-vous où les gens vont tous au même endroit et d'ailleurs, le milieu est toujours un peu le même. Mais il y a des endroits, par contre, où il y a très très peu de gens. Les cerfs sont un peu plus craintifs, mais ils sont pas forcément chassés. En tout cas, ils sont moins craintifs quand même que là où je faisais mes premiers cerfs en forêt de Brocéliande. Tu vois, c'est quand même différent. Donc oui, il y a certains secteurs, mais d'une façon générale, j'aime pas trop. Le problème, si tu veux, si tu dis un endroit, si tu donnes un endroit avec les réseaux sociaux, avec toute la communication qui se passe, bah tu vas avoir la saison d'après, tu vas avoir tous les photographes qui vont y aller, et c'est peut-être un peu ce que j'évite, quoi. Donc moi, j'y allais, effectivement, j'y allais parce qu'il y avait quasiment personne à l'époque. Je sais que maintenant, il y a certains copains qui ont fait des articles, qui ont donné des endroits et tout. Bah oui, oui, forcément, ceux qui n'ont pas le temps d'aller faire du repérage, ils vont aller là-bas, mais c'est peut-être pas forcément des endroits que maintenant je conseillerais, quoi. D'accord. Je te remercie infiniment, Laurent Gélin. C'était très très intéressant de t'écouter.